Donc bonjour, on est ici pour vous présenter donc la nouvelle version d'OpenSilex qui est sortie, ce matin. Alors attendez, j'accepte, voilà. Qui est sortie ce matin, elle est toute récente, qui contient donc l'idée c'est de vous présenter un peu les nouvelles fonctionnalités, ce que vous allez pouvoir faire dedans. On verra après avec, chacun d'entre vous quand est-ce qu'on la déploie, sur vos instances respectives. Et il y a une particularité sur cette version, c'est qu'elle va permettre de déclarer, un jeu de données sur, recherche DataGouv. Donc on a voulu coupler cette présentation, à recherche DataGouv, avec la présentation de l'entrepôt de données recherche DataGouv. Alors, donc du coup, dans l'ordre du jour, on va vous présenter les nouveautés de la nouvelle version qui, est dans les nouveautés, c'est qu'on donne des noms à nos versions maintenant. Donc celle-là, c'est, Ambitious Humber. Donc on va vous présenter ce qu'elle contient, on fera une petite démo et on va aussi vous faire un peu de teasing sur ce qui va arriver, dans, les mois prochains, dans les prochaines versions. Un petit rappel sur, justement on en a discuté un petit peu déjà, mais, comment ça se passe les permanences OpenSilex, les demandes, d'assistance ou la signalement de problèmes avec Mantis et puis enfin, on terminera avec une présentation, de l'interface recherche DataGouv. Donc, dans cette version 1.0.0 Ambitious Humber, donc vous pourrez trouver la fonctionnalité de déclaration d'un dataset que vous allez constituer dans votre interface OpenSilex et vous allez pouvoir le déclarer dans Recherche DataGouv. Vous allez pouvoir suivre aussi les données environnementales qui sont rattachées à une installation. Donc, ça peut être une parcelle, ça peut être une serre, une chambre de culture. On verra comment constituer des groupes de génotypes et les utiliser ensuite pour filtrer les données. La possibilité d'importer des données avec des annotations qui vont se reporter sur les objets, les nouvelles fonctionnalités géospatiales et qu'est-ce que vous pouvez exporter maintenant au format shapefile. On a séparé aussi la gestion des utilisateurs et des personnes que vous déclarez sur les projets expérimentation. Donc ça, on va voir comment le faire. Et puis, on a rajouté des filtres sur les objets scientifiques, sur les données, qui vont permettre de trouver plus facilement ce que vous cherchez dans votre instance. Donc, un petit, rappel de comment va se passer, la déclaration dans Recherche DataGouv. Donc, on vous a mis le lien, vers, l'interface de Recherche DataGouv, donc, qui est l'entrepôt, de données. Vous allez vous connecter sur votre interface OpenSilex. Vous allez avoir un nouveau menu, qui c'est un menu, Open Science, qui va vous permettre de constituer un jeu de données à partir, d'une expérimentation. De le déclarer dans Recherche DataGouv. Donc, vous déclarez en fait les métadonnées qui vont permettre de décrire ce jeu de données. Et il va être déclaré au statut brouillon. Et en retour, vous récupérez le DOI qui a été généré par Recherche DataGouv et qui est rattaché à votre jeu de données dans OpenSilex. Donc ça, Gabriel fera la démonstration tout à l'heure. Et on va profiter de cette démo pour refaire un petit zoom sur des fonctionnalités qui ont déjà été livrées dans les versions précédentes, mais pour lesquelles on n'avait pas forcément fait de présentation. Donc, il y aura notamment le tableau de bord et les métriques que vous pouvez avoir quand vous vous connectez à votre instance, la possibilité de rajouter un compte guest, la visualisation avec les analyses d'images et les images brutes, la visualisation des données et l'accès aux différentes ressources partagées. Donc là, on est sur notre instance de démo qu'on a migré sur la nouvelle version. Donc, j'en parlais tout à l'heure, vous avez ce petit bouton connexion en tant qu'invité que vous avez la possibilité de mettre ou pas sur vos instances. C'est pas obligatoire. L'avantage, c'est que derrière, on peut paramétrer un compte guest et voir ensemble qu'est-ce que ce compte guest a le droit de faire. Donc, la préconisation, là, sur cette instance de démo, le compte guest, il peut faire pas mal de choses parce que l'idée, c'est de permettre aux gens de tester. Mais sur une instance comme les vôtres où il va y avoir des vrais jeux de données, l'idée, c'est que le compte guest n'ait pas de droit de modification ou suppression, qu'il ait juste le droit de consultation et que ce droit de consultation, il s'applique uniquement aux expérimentations qui sont publiques et aux jeux de données et images brutes associées. Voilà. Donc là, pour vous montrer toutes les fonctionnalités, je vais me connecter avec un compte qui a des droits un peu plus étendus. Hop. Donc, à la connexion, vous arrivez sur un tableau de bord. Donc, sur ce tableau de bord, il va vous permettre
D'épingler les favoris. Donc les favoris, ça peut être, des expérimentations, ça peut être des objets scientifiques, ça peut être, des capteurs et ça va vous permettre d'accéder, directement à une expérimentation, ce que vous allez consulter plus souvent, par exemple. Vous avez un peu de monitoring qui vous indique, combien d'expérimentations, combien d'objets scientifiques et combien de données vous avez et quels ont été les derniers ajouts, dans les dernières 24 heures, dans les dernières semaines ou dans les derniers mois. Et enfin, vous avez la possibilité de surveiller une, variable, donc de choisir de mettre, en valeur une variable et de voir, les dernières données qui ont été, ajoutées sur cette variable. Donc là, sur cette instance, c'est la température à Helsinki, c'est pour ça que c'est un peu frais, mais voilà, on peut choisir d'afficher d'autres choses. Et puis on avait la possibilité de visualiser le compte Twitter OpenSilex avec, les dernières infos qu'on envoyait et avec la dernière, mise à jour Twitter, du coup, c'est plus possible. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va enlever, assez rapidement, sauf si on trouve, le moyen de contourner. Voilà, donc ça, c'est, un dashboard qu'on peut mettre en place et qu'on peut paramétrer, sur chaque instance. Vous pouvez nous dire quelle est la variable que vous souhaitez voir. Ensuite, du coup, on va voir, une des nouveautés, c'est la possibilité de suivre les données environnementales d'une installation. Donc en allant dans le menu, installation, facility là, on va retrouver donc la liste des installations qui sont déclarées, sur l'instance et si je vais sur une installation à laquelle on a rattaché des données, je vais avoir un récapitulatif de ces dernières données. Donc, j'ai pour chaque variable, j'ai la dernière valeur médiane, quand est-ce que enfin, à quelle date elle a été calculée. Et on va avoir la possibilité de visualiser les courbes. Donc, avec la possibilité de paramétrer, est-ce qu'on veut à la semaine, est-ce qu'on veut au mois, est-ce qu'on veut à la journée. On va pouvoir choisir d'avoir des données provenant de différents capteurs. Et donc ici, vous voyez, là, j'ai la possibilité de rajouter les données acquises avec un capteur, avec un autre capteur, avec un autre capteur, et d'afficher la valeur médiane par heure ou la valeur médiane par jour. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de visualiser vos données au niveau d'une facility. Et donc pour ça, il faut que les données soient déclarées et soient rattachées à cette facility. Ensuite, on a rajouté la possibilité de constituer des groupes de génotypes. Donc ça va se passer au niveau de l'interface germplasme. Vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu, qui est le groupe de germplasme. Donc on va pouvoir ajouter un groupe, je vais l'appeler groupe démo, auquel on va pouvoir rajouter une description assez classiquement. Et là, je vais avoir accédé à la liste de mes germplasmes et je vais pouvoir les filtrer. Et par exemple, je peux filtrer et récupérer, si je veux récupérer tous les germplasmes qui sont rattachés à la patate douce, je peux valider cette sélection et avoir mon groupe qui est créé. Et une fois que j'ai ce groupe, en fait, l'intérêt, c'est que on parlait tout à l'heure d'avoir plus de filtres au niveau des données et des objets scientifiques. Si je vais visualiser mes données, je vais avoir la possibilité, donc dans les filtres qui sont toujours disponibles au niveau de la petite loupe, on va avoir la possibilité, donc on retrouve les filtres qui existaient déjà de variables, d'expérimentation, d'objets scientifiques et de provenance. On a rajouté la possibilité de filtrer en fonction des capteurs et des opérateurs et également des groupes de germplasme. Donc, par exemple, si je veux regarder toutes les données qui sont rattachées à mon groupe de germplasme démo, donc dans lequel j'ai rajouté les variétés de la patate douce, je vais avoir possibilité de voir cette donnée et ensuite de l'exporter si je le souhaite. Ou là, tout à l'heure, j'avais créé un groupe céréales où j'avais déclaré les variétés espèces de céréales qui sont étudiées dans l'instance. Je vais pouvoir filtrer et récupérer les données associées aux objets scientifiques qui sont rattachés à ces variétés. Et donc, du coup, au niveau des filtres, c'est pareil, on va avoir des filtres qui vont permettre de récupérer différents capteurs. Alors, si je veux récupérer, par exemple, les données qui ont été mesurées par cette caméra, on va pouvoir avoir la liste des
des données qu'on a mesurées à l'aide de cette caméra. Pareil pour les opérateurs et de la même manière pour les facilities. Au niveau des objets scientifiques, les filtres qui ont été rajoutés, alors, ah oui, ça va être au niveau de l'expérimentation, pardon. Si je vais sur mon expérimentation, il y avait un filtre qui n'existait pas et qui me manquait. Vous êtes plusieurs à nous avoir fait le retour. On s'en est rendu compte aussi quand on manipulait. C'est qu'il y avait un filtre sur les différents niveaux de facteurs. Donc où là, par exemple, je peux récupérer tous mes plans de patates douces qui étaient avec qui était le référent avec le facteur sain. Et je vais aussi pouvoir filtrer par variété, donc identifier mes objets scientifiques qui sont facteurs sains et cette variété. Et ensuite, de les exporter et les récupérer. Donc ça, c'est une petite nouveauté, je pense, qui va quand même vous faciliter la vie. Une autre fonctionnalité qu'on vous propose, c'est de pouvoir aller visualiser. Alors, la visualisation au niveau de la carte, vous l'aviez déjà avec les filtres. On vous propose aussi, on avait rajouté la possibilité donc de visualiser un objet scientifique avec les informations de géospatiales rattachées à cet objet scientifique. Maintenant, on l'affiche aussi en dessous la liste des objets sélectionnés avec la possibilité de visualiser des informations, leurs propriétés, la variété, le niveau de facteur. Et on va aussi pouvoir aller modifier directement l'objet scientifique à partir de la carte. De la même manière, on a rajouté la possibilité de visualiser les capteurs qui sont déclarés et qui ont été géolocalisés à l'aide d'un move sur la carte. Et on va pouvoir visualiser les propriétés et aller modifier ce capteur directement depuis la carte. Et enfin, et dernière nouveauté, c'est vous avez la possibilité donc de sauver la carte au format PDF et PNG pour en faire une image et pouvoir la partager, mais aussi de récupérer au format shapefile. Et si vous vous exportez au format shapefile, donc, alors je me suis trompée parce que j'avais sélectionné le capteur. Donc en fait, l'export va exporter ce qui est sélectionné ou si on n'a pas de sélection, c'est ce qui est visible au niveau de la zone. Donc là, par exemple, si je ne sélectionne pas de capteur, j'ai rien de sélectionné, je vais choisir le format shapefile et au moment de l'export, je vois que j'ai des objets scientifiques dans cet export et on va me dire quelles sont les propriétés que je vais exporter pour cet objet scientifique. Qui va permettre, si vous voulez réimporter ensuite le résultat sur ArcGIS ou QGIS, d'avoir des propriétés que vous pourrez afficher sur votre outil de SIG. Et donc, quand on valide la sélection, ça va générer une archive que vous pouvez récupérer et dans lequel vous retrouverez tous les fichiers nécessaires pour importer dans ArcGIS ou QGIS. Dernier point nouveau, vous voyez qu'ici, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Personne. Et donc, on va retrouver le menu User d'administration qui a été renommé en menu Account. Donc, dans la partie Account, on va vraiment retrouver les gens qui ont le droit de se connecter à votre instance OpenSilex. Donc, on va créer un compte, on va le rattacher à un groupe avec un profil, ce qui va permettre donc de déterminer et de dire, par exemple, dans mon groupe guest, je vais avoir le compte guest avec un profil guest, donc qui va avoir les droits guest. Et par contre, vous allez pouvoir aussi déclarer des personnes. Donc, les personnes, ça va être des personnes que vous allez pouvoir rattacher à des expérimentations et qui ne vont pas forcément avoir un compte pour accéder à votre instance. Donc, par exemple, si je vais sur une expérimentation, je vais pouvoir, donc, en déclarant les métadonnées, donc je déclare son nom, sa date de début, les objectifs, la description. Mais je vais pouvoir rajouter aussi donc, des superviseurs scientifiques, des superviseurs techniques. Et dans ma liste, là, j'ai la liste des personnes qui ont été déclarées au niveau de l'instance. Donc, par exemple, je peux déclarer Pierre Martre qui a été déclaré en personne, mais qui ne possède pas de compte. Et donc, quand vous déclarez une personne, vous allez avoir une interface qui permet juste de déclarer son nom, prénom, son adresse email, son affiliation et un numéro de téléphone. Et on a rajouté aussi la possibilité de rajouter leur kit de la personne.
Donc, pour l'instant, c'est juste déclaratif. On va déclarer juste l'orchide et on n'aura pas, on va pas récupérer des informations, mais on est en train de travailler justement pour faire un lien entre OpenSilex et Orchid et récupérer le nom de famille, prénom, email, adresse à partir de cette information. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est en réflexion. Dernière nouveauté, vous allez pouvoir importer des données avec des annotations. Donc si je vais sur une expérimentation et que j'importe des données, par exemple, je vais avoir la possibilité de récupérer. Donc là, j'avais préparé mon import de données avec une petite liste de données. Et sur certains objets, j'avais rajouté une annotation, donc une petite précision. Vous allez pouvoir faire un commentaire sur l'objet scientifique pour lequel vous rattachez des données. Et donc, au moment de l'import, on va générer les données et on va également reporter l'annotation sur l'objet scientifique concerné. Donc là, sur mon rapport d'importation, je vois que j'ai importé 390 observations, mais que j'ai aussi rajouté 2 annotations. Et du coup, si je retourne sur mon interface de visualisation des objets scientifiques, par exemple, sur cet objet scientifique sur lequel j'avais rattaché une annotation, je vais avoir la possibilité d'aller voir le commentaire qu'on a rattaché au moment de l'import. Gabriel, je vais te passer la main pour la déclaration de dataset sur Recherche DataGouv. Ouais, très bien. Je vais peut-être commencer par aller me connecter. Donc, je suis ici sur une instance de Recherche DataGouv qui n'est pas l'instance principale, hein, c'est une instance de test, mais c'est voilà, tout est très similaire. Donc, je vais me rendre sur une des collections, donc une collection que j'ai créée ici, la collection démo, pour faire cette démo en particulier. Donc, le fonctionnement, c'est qu'on va avoir des collections, donc des dataverses, qui peuvent être emboîtées les unes dans les autres et dans lesquelles on va pouvoir placer des datasets qui sont donc un ensemble de métadonnées avec fichiers associés. Donc ça, c'est un exemple de dataset draft, donc c'est-à-dire que c'est une version brouillon. Ensuite, donc sur Recherche DataGouv, ça va réserver des DOI pour le dataset. Et une fois qu'on va publier, il sera plus modifiable en fait ce dataset et le DOI lui sera assigné définitivement. Ça permet en fait de pérenniser les données et de les partager parce qu'on peut voilà partager le DOI et les personnes pourront venir retrouver ce document. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire passer des données qu'on a dans OpenSilex vers Recherche DataGouv de façon assez automatique. Donc, on a rajouté cette fonctionnalité-là. Donc, dans le menu Open Science, vous avez un sous-menu Recherche DataGouv. Vous avez un petit peu de doc qui explique le fonctionnement. Et donc, si vous avez un compte de créer sur Recherche DataGouv, que votre instance est paramétrée pour que ce module-là soit activé et qu'il soit paramétré comme il faut pour pointer vers la bonne instance de Recherche DataGouv, vous pourrez ici donc créer un dataset, choisir donc une expérimentation dans laquelle certaines des données vont être récupérées, donner un titre à ce dataset. Donc, je vais l'appeler démo. Fournir une date de production. On n'a qu'à dire que c'est aujourd'hui. Des auteurs. Donc, on peut mettre, par exemple, Romain, est-ce que tu es... Voilà, Romain est là. Donc, c'est Romain qui sera auteur de ce dataset factice. Et on va mettre Anne, par exemple, hop, voilà, qui sera en contact. Ensuite, vous pouvez choisir la langue du dataset.
et la langue des métadonnées du dataset. Donc, ça peut être différent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière? La langue du dataset, ça veut dire que si dans vos données, vous avez, par exemple, dans un CSV, une colonne qui s'appelle couleur et dont les valeurs sont rouge, vert, bleu, dans ce cas-là, la langue de votre dataset est française. Mais par contre, si votre colonne, c'est color et que les valeurs sont red, blue, green, dans ce cas-là, c'est anglais, la langue du dataset lui-même. Et ensuite, la langue des métadonnées, c'est la langue vraiment de tout ce que vous mettez autour, donc la description des données, toutes ces choses-là. Donc, je vais choisir le bon alias. Hop là. Donc, ça, c'est l'alias de ma collection, de ma collection Dataverse, et ma clé API. Donc, pour la clé API, notamment, j'ai mis ici dans l'aide un petit lien qui renvoie directement vers l'endroit où récupérer la clé API. Alors là, c'est pas sur la même instance, donc ça va pas renvoyer au bon endroit. Mais du coup, hop, vous pouvez ici, tac, 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 vous pouvez, donc dans le menu, aller dans Jetons API et récupérer en fait votre jeton API. Là, je suis connecté avec mon compte personnel. Donc, il faut que je récupère le jeton hop, du compte que j'avais créé exprès pour cette démo. Donc voilà, on saisit la clé API, ce qui fait que les droits sont gérés directement du côté de Dataverse. Nous, on ne gère pas du tout les droits. Donc, c'est-à-dire que si vous essayez de créer dans une collection sur laquelle vous n'avez pas de droit, vous allez avoir un retour qui vous dit bah non, Dataverse vous autorise pas à créer dans cette collection. Et hop, voilà, donc on a un petit message qui nous confirme que ça a bien été créé. Et on voit ici qu'on a ce petit document qui a été créé. Et on peut faire des recherches par auteur. Donc, par exemple, si je regarde Anne, hop, voilà, je peux chercher pour regarder tous les datasets dont Anne est une des autrices. Et on peut chercher aussi par expérimentation ou simplement par titre. Voilà pour la présentation un peu générale. Il y a pour l'instant, c'est donc comme on l'a indiqué ici, hein, c'est une fonctionnalité qui est encore en développement et qui n'est pas complète. Donc notamment, le lien ne se fait que dans un sens. Donc la seule action que vous pouvez faire, c'est créer un dataset draft depuis OpenSilex. Vous ne pouvez pas le modifier. Si les choses changent du côté de recherche DataGouv, il n'y a pas de retour. Donc, si le document est supprimé, s'il est modifié, des choses comme ça, il n'y a pas de retour dans notre sens. Euh, et vous ne pouvez pas publier aussi directement depuis OpenSilex. Donc, ça permet juste de faire le début de la démarche, donc de créer le draft avec les différentes métadonnées, mais ça ne permet pas de rajouter les données et ça ne permet pas de le publier. Donc là, si je vais ici, on va voir que hop, il a bien été créé, qu'on a bien récupéré les métadonnées, donc la description de l'expérimentation qu'on avait sélectionnée. On a récupéré le titre, la personne contact, les auteurs, la date, la description, la langue en anglais. Voilà, on a récupéré un peu tous ces champs-là, mais vous devrez toujours passer par recherche DataGouv pour ajouter le fichier de données et pour publier le jeu de données à la fin. Alors, sachant Voilà. qu'après, pour le lien vers le jeu de données, si vous avez un compte guest sur votre instance, vous pouvez aller faire un lien vers l'expérimentation sur votre instance. Mhm. Ça peut Ouais. être une manière d'éviter de charger les données à deux endroits différents.
et c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en fait, vous pouvez cliquer donc soit ici, soit dans le détail, sur la source et ça renvoie directement, sur ce document-là. Donc si vous avez paramétré l'accès, au niveau de recherche DataGouv, pour une personne donnée, eh ben, elle pourra directement, revenir, sur ce document depuis OpenSelex. Donc la démonstration, c'est bon. Et alors ensuite, un petit peu de teasing sur qu'est-ce qui va venir, dans les prochaines versions et les sujets sur lesquels on est en train de travailler. Donc, on continue à travailler sur, l'exploration des données. Donc on vous a montré on avait rajouté des filtres et on va rajouter, d'autres possibilités, de visualisation d'accès aux données et de visualisation des données. Travaille aussi sur le croisement, ça on en a un peu parlé, pour ceux qui étaient là, à la Phénome, sur la visualisation des données environnementales et phénotypiques. On continue le travail sur la visualisation géospatiale et avec cette fois la possibilité de visualiser les données. La liaison, à hors site, j'en ai parlé tout à l'heure, donc quand on va déclarer quelqu'un, d'avoir la déclaration, de cette personne, qui permette de récupérer des informations. On travaille sur la possibilité d'avoir, des multilabels, c'est-à-dire de déclarer des synonymes et aussi de déclarer, ben, des labels, dans d'autres langues. Donc ça va concerner, notamment, tout ce qui va être variable. Ça peut être intéressant d'avoir, des appellations différentes, même au sein d'une même instance et d'avoir, bah, les noms, dans d'autres langues, et de pouvoir gérer tout ça. Heu, on travaille sur la partie de liaison avec l'agroportal, donc qui permet, une indexation des ontologies et où on va pouvoir, aller automatiquement fouiller dans l'agroportal pour récupérer, un lien vers une ontologie, par exemple dans le cadre, de variables qu'on va vouloir lier à d'autres concepts déclarés dans des ontologies. Et on va rajouter aussi, alors ça on le fait progressivement un peu sur tous les différents niveaux, de rajouter les informations de date de création, modification et qui a, donc modifié, créé, par exemple une variable, ce qui va permettre d'avoir un peu de suivi et alors ces informations en fonction des cas sont pas forcément affichées, mais par contre on les trace au niveau de la base de données, ce qui permet, d'avoir un meilleur suivi. Donc on vous a mis quelques images d'écran sur certaines de ces fonctionnalités. Donc l'exploration des données depuis les objets scientifiques. Donc ça va être le la possibilité ah mince, j'ai pas mon image d'écran. Ah bah, là vous voyez du coup, désolée, c'est plus petit, mais j'ai eu un problème d'insertion de l'image. Donc là, on va être au niveau du menu des objets scientifiques et on va rajouter une nouvelle possibilité de filtre où on va pouvoir aller sélectionner des variables et dire, ben, pour cette variable, je veux afficher les objets qui ont des données qui vont être, donc on va retrouver tous les opérateurs, hein, supérieur, égal, différents et à une valeur. Donc, ce qui va permettre ensuite d'aller fouiller bah, les objets scientifiques pour lesquels on va retrouver certaines valeurs pour certaines données. Je repasse en diaporama parce que normalement pour la suite, ça devrait bien se passer. On va proposer du coup au niveau de la visualisation géospatiale, donc on a vu qu'on pouvait visualiser les objets scientifiques et les capteurs. Et on va aussi bah, rajouter la possibilité de visualiser les données qui sont attachées à ces objets scientifiques directement au niveau de la carte. Donc là, c'est des maquettes hein, qu'on vous présente avec, ben, là, je vais pouvoir voir, les variables qui sont rattachées à mon objet scientifique directement en partant, de la carte et en sélectionnant un objet scientifique et la possibilité de sélectionner plusieurs objets scientifiques et 2 variables, par exemple, d'avoir une visualisation combinée, de ces informations. La visualisation des données environnementales et phénotypiques, donc le principe, c'est de pouvoir voir, visualiser une donnée phénotypique. Donc, là, on a mis, une hauteur de plante, en exemple et de rattacher cette donnée aux différentes, conditions environnementales auxquelles va être exposé, l'objet scientifique, au cours de sa vie et s'il est, touché par des déplacements. Donc là, par exemple, on a un objet qu'on a déplacé, d'un champ, vers une serre, vers une deuxième serre, vers une troisième serre et donc, on récupère les données environnementales rattachées à chaque installation au moment où l'objet est présent dans cette installation et ce qui permet de mettre en corrélation la donnée phénotypique et la donnée environnementale.
Voilà pour les dernières nouveautés. Gabriel, je te J'ai repasse la main pour les permanences? Ouais, j'ai une petite remarque aussi sur les dernières nouveautés. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé à qu'on avait un peu oublié. Il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés sur 2 aspects. Il y a le fait de mieux gérer, tout ce qui est, croisement au niveau des germplasmes. Donc c'était quelque chose qui était Mmh, remonté notamment au niveau de Sixine, mmh, par, les unités Arbo et puis je pense aussi par une partie de la vigne. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a un travail sur les itinéraires techniques, auquel on n'avait pas pensé mmh. à en parler. Ouais, Hem, donc voilà, c'est 2 autres choses qui viendront après. Donc petit rappel, voilà, justement sur les permanences, d'Open Silex. On a rassemblé toutes les communautés, enfin la communauté, FIS, la communauté Sixine, et la communauté, un peu, Viti, Eno, de ton côté, Arnaud. Hem, donc l'idée, c'est que, vous pouvez venir, pour, donc c'est, hebdomadaire. Alors ça sera pas exactement toutes les semaines, hein. Il y a des semaines où ça n'aura pas lieu, mais voilà, de manière générale, c'est hebdomadaire, et vous pouvez venir en fait pour, vous faire aider dans l'utilisation de l'application. Donc ces résolutions de problèmes, quand je parle de problème, c'est pas au sens, j'ai un bug, j'ai un message d'erreur, tout ça. Ça, on en parlera un petit peu après. C'est plutôt, bah, voilà, je sais plus exactement, comment on fait pour, déclarer un objet scientifique, dans une expérimentation. Et ben, vous pouvez venir, demander ou justement, si vous avez besoin de rappel sur ce qu'on présente aujourd'hui, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi de la formalisation, donc des variables, de la réflexion sur les types d'objets scientifiques, pour déclarer des types de devices, enfin des choses comme ça. Heu et voilà, ça peut être aussi, de la déclaration directement. Vous avez du mal à déclarer, une expérimentation ou des objets, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment de l'aide à l'utilisation, de l'outil. Au niveau du public, c'est tous les profils d'utilisateurs. Donc, voilà, on peut expliquer un peu rapidement certains, aspects, de l'application, à des utilisateurs, qui ne se seraient pas connectés depuis un moment ou qui auraient juste, voilà, vu une présentation, mais, auraient du mal à faire, certaines choses. Ou, ça peut être des utilisateurs très avancés, qui ont, des questions un peu plus complexes, donc par exemple avec, Romain, on va sûrement parler, de script en R, ça peut aller très loin dans l'utilisation avancée. Et on vous propose des thèmes, à savoir que ces thèmes sont pas obligatoires. Donc vous pouvez venir à un moment où il y a un thème différent, c'est pas très grave. Et vous pouvez aussi nous en proposer, vous, pour qu'on puisse partager avec tout le monde. Et comme ça, s'il y a d'autres personnes qui se posent, les mêmes questions, bah, ça permet de rassembler un peu tout le monde au même moment et de faire, une seule fois, la présentation ou l'explication. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Ces derniers temps, on n'avait pas énormément de personnes, donc on relance un petit peu, donc ça sera, en général sur une demi-journée, où je serai à votre disposition, vous pouvez vous connecter un peu à n'importe quel moment. Si jamais vous voyez que je suis plus connecté, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, pour que je me reconnecte. De toute façon, normalement, j'ai libéré, ce temps-là pour pouvoir vous aider. Ce sera, parfois d'autres personnes, donc Farzaneh, que les personnes côté fils, connaissent, ou aussi, Brigitte que vous avez dû déjà croiser, lors des présentations, ou des formations et des datatons, ouais. et au Dataton en effet, ouais.
Donc voilà pour cet aspect-là. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait les dates là, des prochaines Ah oui, il y a les dates avec. avec les thèmes proposés. Mm. Voilà. Et encore une fois, bah, si le thème proposé correspond pas à votre besoin, mais que vous êtes dispo ce jour-là, je pense que vous pouvez aussi vous connecter pour voir si c'est possible de parler d'autres choses. Ouais. Faut pas hésiter. Pour terminer, on avait mis ah oui, un petit rappel sur Mantis Mm. avec les liens pour vous connecter et vers le guide. C'est implémentation. Ça permet une prise en charge par l'équipe et puis de suivre le ticket jusqu'à sa résolution. On insiste, hein, c'est important pour nous d'avoir ce tracé là-dessus. Ça permet de mieux mesurer et mieux suivre les différentes demandes et puis d'avoir une demande qui est prise en charge, même si la personne avec qui vous avez l'habitude d'interagir est en congé. On a rajouté un petit item sur iRods pour les personnes qui utilisent iRods. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur. On préfère avoir des retours négatifs et les avoir vraiment que de les apprendre trop tard quand vous êtes lassé d'un outil parce que ça ne marchait pas bien. Donc c'est important pour nous. Voilà. Voilà, Et donc la puis, partie bug, c'est Mantis. ouais. C'est pas les permanences. Sauf s'il y a un problème, besoin d'assistance sur Mantis. Voilà. Comment on utilise Mantis? Je peux expliquer aussi. Et puis, on vous a remis une petite diapo avec des liens utiles avec le site web, le lien vers la sandbox. On a une liste de diffusion utilisateurs que du coup Romain a utilisé tout à l'heure. Si vous avez des personnes à rajouter dessus dans vos unités, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis le lien vers le GitHub avec les suivis de version et le fameux changelog qui vous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de pratiquer votre anglais. Je vais laisser la main à Dimitri, qui va vous présenter un petit peu Recherche DataGouv. Ok. Du coup, si tout le monde connaît un petit peu, je vais faire rapidement hein, pour ne pas prendre trop de temps. Donc, Recherche DataGouv, même si aujourd'hui, on va parler principalement de l'entrepôt pour le lien avec OpenSilex, c'est un projet plus global qui comprend donc bien sûr cette partie entrepôt, mais également à l'avenir un catalogue pour référencer les données de la recherche française déposées dans d'autres entrepôts que l'entrepôt recherche DataGouv, mais également des modules, donc en plus de ces deux modules techniques, si on veut, d'accompagnement, que sont donc les ateliers de la donnée au niveau local et plus générique, les centres de référence thématiques, donc là pour des communautés scientifiques spécifiques, et les centres de référence établissements. Donc là, c'est vraiment dans le cas d'établissements qui sont distribués, donc qui ne correspondent pas forcément à un seul atelier et ont plusieurs thématiques différentes. Donc c'est notamment le cas de INRAE, donc le réseau de référents données INRAE et labellisé centre de référence établissement. Et enfin, les centres de ressources donc, qui sont moins utiles pour les utilisateurs directement puisqu'ils fournissent des ressources pour les différents modules d'accompagnement. Donc, j'espère qu'on ne voit pas le petit indicateur, j'avais oublié de l'enlever. Maintenant, pour passer donc plus précisément à l'entrepôt, donc là, pareil, c'est peut-être quelque chose que beaucoup de monde connaît, mais c'est l'entrepôt donc générique pour l'ensemble de la recherche française. Il fait suite à l'ancien entrepôt INRAE, Data INRAE, et partage d'ailleurs la même base technique, donc c'est assez similaire si jamais vous n'êtes plus connecté depuis que c'est passé à recherche DataGouv. Data INRAE, juste pour information, le nom existe encore, ça fait maintenant référence à l'espace INRAE. Et je mentionnais que c'est un entrepôt générique, donc assez rapidement. À noter que dans le cas où les communautés ont déjà un entrepôt de confiance, alors la notion de confiance est forcément actuellement un petit peu floue
Pour l'instant, on se base surtout sur ce qui est reconnu par la communauté, mais il va y avoir une liste fournie par le comité Sciences ouvertes assez prochainement de ces entrepôts de confiance. Ce sont ces entrepôts-là qui sont à privilégier. Mais pour tout le reste de cas, ou quand ça ne correspond pas bien, vous pouvez bien sûr utiliser Recherche DataGouv. Donc, j'ai mis, vous voyez, au début des guides, je vais donner les liens au fur et à mesure. Vous avez un petit guide et il y a un logigramme aussi qui va être publié pour avoir quelque chose de façon plus visible sur justement le choix d'un entrepôt. Voilà pour l'état de l'entrepôt actuellement. Pour mentionner un petit peu les éléments futurs de Recherche DataGouv et de l'entrepôt, donc c'est actuellement quelque chose qui est encore en phase de projet, hein, même si le service est ouvert depuis juillet dernier, donc un tout petit peu plus d'1 an, quelques jours de plus. Mais dans les prochaines étapes, il y a dans cette démarche justement d'entrepôt de confiance, même si là on parle de Recherche DataGouv et pas des entrepôts thématiques, la certification Core Trust Seal et le passage en infrastructure de recherche là de l'ensemble de Recherche DataGouv. À noter également, dernier petit point sur l'entrepôt un peu générique, que ça s'appuie sur la solution technique Dataverse, qui est un logiciel open source et de plus en plus utilisé. Mais ce qui veut aussi dire que le module que vous a montré Gabriel d'OpenSilex peut aussi se brancher sur d'autres instances Dataverse. Donc, vous avez peut-être remarqué quand j'ai changé d'onglet qu'on est sur quelque chose qui n'est pas exactement pareil. Il existe aussi, en plus de l'entrepôt lui-même, un site de démonstration qu'on appelle le bac à sable, dont je vous donne le lien tout de suite et qui est à privilégier pour les tests. Je vais peut-être m'avancer, je ne sais pas si du coup ça a pu être fait pour aujourd'hui, mais l'instance de test d'OpenSilex, donc j'imagine la démo, sera branchée sur justement ce bac à sable pour la partie recherche DataGouv pour tester le module. On avait prévu de brancher donc le bac à sable, donc pas l'instance démo, hein, l'instance sandbox d'OpenSilex. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait la migration de version. Donc, c'est pas encore connecté. Mais à terme, ça le sera. Donc, à savoir que de notre côté, les données sont supprimées tous les 3 mois, alors que je crois que de votre côté, c'est tous les mois, non, c'est ça? Tous les mois, c'est ça. Donc la date standard, c'est le dernier lundi de chaque mois et du coup, comme Gabriel l'a mentionné précédemment, ça peut créer une désynchronisation entre le jeu de données qu'on a fait envoyer depuis OpenSilex et sa présence réelle sur l'environnement de démo. Voilà, c'est dû au fait que ce sont des environnements de démonstration et qu'on n'a pas les mêmes durées pour l'écrasement des données. Donc maintenant, quelques petits rappels pour le fonctionnement de l'entrepôt. Donc, je me suis déjà connecté. Vous voyez que j'ai ici, donc, pour rappel, le petit onglet jetons API. Si vous vous connectez, hop, je prends une fenêtre où je ne suis pas déjà connecté. Tiens, il m'a passé en anglais. C'est la langue du navigateur par défaut quand on se connecte. On vous recommande de passer bien par votre établissement. Donc là, je me suis déjà connecté, donc j'ai INRAE, mais sinon on peut le choisir dans la liste. Et du coup, ça passera directement par le LDAP. Et comme ça, vous aurez déjà les droits de configurer sur l'espace INRAE qu'on a vu tout à l'heure et qui, ah oui, on n'est pas en ordre, dans le même ordre sur la démo, mais qu'on peut voir dans le carrousel ou data.inrae.fr. Donc sur ce bac à sable, oui. Pardon. S'il y en a qui ont un petit peu du mal à suivre, la souris ne pointe pas au bon endroit. Donc c'est normal, c'est un petit peu bizarre, mais elle est décalée. Ah mince, c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte qu'avec cet ordinateur là, ça pouvait me le faire. Bon. Et c'est pas très grave, hein, mais voilà, de temps en temps, elle est un peu décalée, c'est normal.
Donc, sur ce bac à sable, en plus des différents espaces, comme je mentionnais par exemple l'espace INRAE, vous avez également une collection TP, travaux pratiques, où l'avantage, c'est que du coup, tout le monde, y compris là, j'ai fait un compte sans aucun droit non lié à INRAE pour éventuellement pouvoir remontrer le jeton API sans qu'il y ait de conséquences. Tout le monde peut ajouter un jeu de données et également une collection, à savoir, bon, bah, quelqu'un a déjà mentionné, je ne sais plus qui, qu'ils avaient déjà une collection, mais que si vous avez besoin de créer une collection dans l'espace INRAE pour vos jeux de données, pour les ordonner, par exemple pour une unité, une plateforme expérimentale, etc., vous pouvez faire la demande d'une création de collection. Donc là, c'est si elle est, hop, si on retourne dans, je vais juste aller dans INRAE. Si elle est soit directement dans INRAE, soit dans une de ces collections mises en vedette, vous pouvez passer par le formulaire. Sinon, si vous êtes ailleurs ou même si vous avez un doute, vous pouvez passer par le bouton contact. J'ai mis donc le lien du formulaire dans le chat. Je reviens à mes travaux pratiques. Donc, la création d'une collection, on ne va pas le voir pour gagner du temps. Mais par contre, on va créer juste rapidement un jeu de données pour montrer un petit peu l'équivalent de si ça avait été fait sur OpenSilex. Donc là, on retrouve des informations assez similaires. Je remplis juste des choses un petit peu bateau qui sont nécessaires. Hop, c'est un jeu de données. Voilà, donc là, c'est à peu près équivalent au jeu de données que vous auriez s'il avait été créé via AgroPortal, n'importe quoi, via OpenSilex. Donc, évidemment, hein, il y a des petites différences sur la description qui était mentionnée, etc. Mais c'est à peu près similaire au niveau du nombre d'informations qui sont récupérées. Maintenant, comment compléter le jeu de données? Bah, c'est comme si jamais vous avez déjà utilisé l'entrepôt. Lorsqu'on modifie un jeu de données après la création manuelle qu'on a fait là, vous avez soit dans modifier les métadonnées, soit ici dans l'onglet métadonnées, ajouter et modifier. Donc là, je suis dessus, je vais cliquer sur celui-ci. Et ensuite, les métadonnées sont organisées en différents blocs. Donc avec les métadonnées générales dont on a déjà eu un petit aperçu lors du premier formulaire des métadonnées vraiment minimales, avec du coup des informations assez génériques sur la description, les sources éventuelles, si ça fait partie d'une série, les publications associées, etc. Tout ce genre d'informations assez génériques. Mais dans les autres blocs, hop, donc géospatial, sciences humaines, ça devrait moins servir. Sciences de la vie, revue, ça devrait moins servir aussi. Ressources sémantiques, astronomie, astrophysique et workflow de calcul. On a des champs additionnels, donc notamment métadonnées géospatiales. Même si vous n'êtes pas dans le cas où vous exportez des shapefiles, ça peut être utile pour la couverture géographique quand même de récupérer ces informations-là. Sciences humaines et sociales, c'est pas très utile. Dans métadonnées de sciences de la vie, c'est d'ailleurs un bloc qui s'appuie en partie sur ISATAB pour les différents champs, si jamais c'est déjà le schéma ailleurs. Et vous avez des éléments sur le modèle et l'expérience, ainsi que sur les organismes et les outils de mesure. Et si, donc là, moins forcément directement lié à OpenSilex, mais si vous avez des analyses en plus, vous pouvez indiquer des informations sur un éventuel workflow de calcul dans le bloc lié. À noter que pour métadonnées de ressources sémantiques, c'est vraiment si le jeu de données est une ressource sémantique et pas si vous avez, par exemple, des mots-clés qui utilisent un vocabulaire ou une ontologie. Là, ce sera au niveau des différents champs correspondants dans les métadonnées génériques et pas ici.
À noter également, hop, il est un petit peu plus long à copier ce lien-là, qu'il existe un guide dans le je vais vous donner d'ailleurs le lien vers les guides, dans leur ensemble. J'ai oublié ce lien-là. Sur les métadonnées, alors actuellement, il n'y a que les métadonnées générales dessus, mais qui vous donne un descriptif un peu plus long, les éléments qui sont obligatoires dans certains cas, par exemple, et que dans les guides, vous pourrez trouver des informations sur d'autres éléments, comme par exemple les modèles qui permettent aussi d'utiliser, d'aider les déposants à utiliser ce formulaire. Et j'ai pas pensé à le mentionner quand j'étais dans le formulaire justement, mais de la même manière que, dans OpenSilex, vous avez également des petites infobulles avec des informations assez similaires, pour vous aider sans avoir à retrouver l'autre, lien de guide vers les métadonnées. Et comme je le disais, actuellement, il n'y a que les métadonnées générales et les métadonnées de fichiers. On n'a pas encore, fait un guide aussi complet pour les autres blocs de métadonnées. Je vais revenir sur mon jeu de données. J'ai fait les modifications que je voulais, hein, même si évidemment, comme tout à l'heure, on n'en a pas réellement fait. L'étape d'ensuite, c'est donc la publication du jeu de données. De la même manière que lorsque vous utilisez OpenSilex pour envoyer le jeu de données, il faut être sûr que vous ayez des droits pour, au niveau de la collection pour créer le jeu de données. En fonction des différentes collections, vous n'aurez peut-être pas l'option de publier directement, mais peut-être juste de l'envoyer en révision à des personnes qui vont vérifier que les métadonnées soient bien remplies. Par exemple, là, il me dirait que je n'ai pas mis une vraie description, etc. Mais sinon, vous avez la possibilité de publier. On a un petit rappel. Et c'est là, même si le DOI est généré avant, que vous avez déjà la citation, que vous aurez des choses comme le fait qu'il soit public, le fait que le DOI renvoie vers le jeu de données. Donc si vous n'avez pas ces éléments-là avant, c'est tout à fait normal. Et vous pouvez ensuite, avec ce mécanisme d'édition-publication, avoir différentes versions mineures ou majeures. Là, comme aujourd'hui, on parle du lien avec OpenSilex, avec le point de vigilance sur le fait qu'il n'y a pas de mise à jour bidirectionnelle entre les deux actuellement. Voilà donc pour l'utilisation de l'entrepôt. À noter, donc j'ai déjà mis le lien vers les guides, mais qu'il existe également des formations pour revoir ces éléments-là ou éventuellement poser des questions. Donc à la fois au niveau INRAE. À noter aussi que c'est actuellement sur le site IST INRAE. Un peu après la rentrée, le portail Sciences ouvertes sera ouvert et je ne sais pas à quel délai, mais du coup, les informations de ce site-là vont migrer vers le nouveau site. Et en attendant, c'est sur ce site-là que vous avez le détail des formations avec les prochaines open class disponibles. À noter que ce n'est pas forcément juste là les prochaines sur le sujet. Vous voyez là, par exemple, celle pour HAL. Juste être vigilant et pour voir l'ensemble, vous pouvez retourner à la racine du site et retrouver ça dans les produits et services. Donc je mentionnais que ça c'était au niveau INRAE, mais éventuellement, pour des partenaires ou si les dates ne vous conviennent pas, il y a également des formations au niveau recherche DataGouv, donc là qui sont ouvertes à tous, qui ont lieu pareil tous les mois, sauf notamment là, juste là, pas les mois d'été, qui sont également disponibles. Je vous mets le lien dans le chat. Donc voilà qui clôt la petite présentation. N'hésitez pas s'il y a des points qui n'étaient pas clairs ou si vous avez des questions plus spécifiques. Et pour toute question, je vous mets le contact du support INRAE. Si vous êtes sur l'entrepôt et que vous cliquez sur le bouton de contact, le bouton de support, ça va envoyer au support central, mais vous serez quand même redirigé ensuite vers INRAE et pour avoir voilà, des questions plus précises sur l'espace en plus du fonctionnement de l'entrepôt. Très bien. Du coup, je pense qu'on a fait le tour.
Donc merci à tous d'avoir participé. On vous fera suivre la vidéo donc de l'enregistrement de cette présentation une fois qu'on l'aura un petit peu édité. Et comme ça, vous pourrez la transmettre potentiellement aux personnes qui n'ont pas pu venir ou qui plus simplement seraient intéressées pour la voir. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.